Alors, salut la gang, je vous fais une petite capsule, hein. Je suis absent ce matin, j'ai dû aller à Québec. Donc, vous avez le document avec vous. Cette première capsule-là, je vais surtout mettre l'accent sur les sortes de forces, en tout cas les forces les plus importantes. Des fois, on ne connaîtra pas le nom de la force exactement, mais si au moins vous êtes capable de la décrire, c'est encore mieux. Hein. Pas obligé d'avoir le même mot, mais au moins de bien comprendre. Premièrement, une force, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, une force, c'est quelque chose qui modifie l'état d'un objet ou quelconque. On va voir que sur la boîte de mouchoirs qui est ici présentement sur la table, même si elle ne bouge pas, il y a quand même des forces qui agissent dessus. Il y a une table qui la retient pour ne pas qu'elle tombe. Donc déjà, je pense qu'il y a deux forces. On va les voir justement, la différence entre ces deux forces-là. La première force, la plus importante selon moi pour votre cours de secondaire 5 en physique, c'est la force gravitationnelle. Je ne surlignerai pas, mais vous pouvez surligner, vous êtes autonome. Donc, force gravitationnelle, donc la force en lien avec la gravité. Et tout de suite, ça va faire appel à quelque chose que vous connaissez déjà, l'accélération gravitationnelle de 9,8 mètres par seconde carré. Mais comme nous, ici, on parle de force, donc notre accélération gravitationnelle va porter une lettre spéciale qu'on appelle la lettre G. Ici. C'est pour ça, des fois, hein, quand on dit hey, les pilotes d'avion subissent des forces G, G étant dû à la gravité, des fois, en tournant, on a l'impression qu'on sort vers l'extérieur, donc on est poussé par une force gravitationnelle. Le G ici, vous voyez, les unités, c'est des newtons par kilogramme. Nous, sur Terre, ce G-là, c'est de 9,8 newtons par kilogramme. Ça veut dire que chaque kilogramme de l'objet, mettons de moi, chaque kilogramme de mon corps subit une force de 9,8 newtons. Donc, si tu veux savoir la force gravitationnelle qui t'attire vers le centre de la Terre, Fg pour force gravitationnelle, tu prends ta masse en kilogrammes, ce qui est important, et tu la multiplies par 9,8 newtons par kilogramme. Et n'oubliez pas, ce n'est pas des livres ici, c'est des kilogrammes. Pas des grammes non plus. Les unités, c'est important, c'est des kilogrammes. Moi, là, je pèse à peu près 70 kilogrammes. Bien, si je fais 70 fois 9,8 newtons par kilogramme, ça me donne grosso modo là, une force un petit peu moins que 700. On s'entendra, 70 fois 9,8, c'est un petit peu en bas de 700. Newton. Ça veut dire que la force qui m'attire vers le bas est un petit peu plus bas pour moi, pour mon corps à moi, un petit peu plus bas que 700. Si je voulais savoir la force gravitationnelle qui va agir vers le bas sur cette boîte de mouchoirs-là, ben, je devrais connaître sa masse, qui n'est pas beaucoup quand même, hein, c'est à peine quelques grammes. Bien sûr, je ne mets pas 100 grammes là-dedans, je mets 100 kg, donc 0,02 kg, je ne sais pas, j'invente là. Fois 9,8, ça va te donner la force gravitationnelle de la Terre qui attire la boîte de mouchoirs vers la perpendiculaire, c'est-à-dire vers le sol. Ça, c'est la première. Très important, cette formule-là, très importante aussi. La masse en kilogrammes fois l'accélération ou l'intensité du champ gravitationnel, c'est la même chose, le fameux 9,8 si on est sur Terre. Vous allez voir que la majorité des problèmes de physique en secondaire 5 se promènent sur la Terre. La deuxième force, c'est une autre force aussi importante que la gravitationnelle. On l'appelle la force normale. La force normale, finalement, c'est la force, là l'exemple dit bien sur la table, je vais faire la même chose sur le bureau, c'est la force contraire à la force gravitationnelle. Comme là, le livre que vous avez dans votre note, dans vos cahiers de notes, subit une force gravitationnelle Fg qu'on vient de voir. Donc, sa masse de ce livre-là, fois 9,8, donne la quantité de newtons que ce livre-là subit par la force gravitationnelle. Mais vu que la table est là, pour comme arrêter la force gravitationnelle en disant « toi, tu ne tomberas pas, tu vas rester là », bien, la table, elle, doit fournir la même quantité de newtons en sens inverse. Tu comprends? Si le livre ne bouge pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de force, c'est que ces deux forces-là, ensemble, s'annulent. La force gravitationnelle et la force normale qui vient retenir ce livre-là s'annulent. La résultante, on va le voir dans la deuxième capsule, la résultante des forces est 0. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force. Il y en a deux, mais
Ensemble, ça s'annule. Même chose pour ma boîte de mouchoirs. Quand elle est sur une table et qu'elle ne bouge pas, c'est que ma force gravitationnelle est là. M fois G est là. Sauf que le bureau, lui, est capable de fournir la même quantité de Newton afin que cette boîte de mouchoirs-là reste là. Ça, c'est ce qu'on appelle la force normale. Elle est toujours perpendiculaire à la surface. Toujours. Ma table est comme ça, ma force normale, elle est comme ça. Exemple. Je prends, je vais essayer de pas trop la pencher, là. Juste comme ça. Ma boîte de mouchoirs, présentement, subit une force gravitationnelle perpendiculaire au plancher. Toujours perpendiculaire au plancher. Par contre, la normale, présentement, ne sera pas comme ça. Elle va être un petit peu penchée parce qu'elle doit être perpendiculaire à ma planche. Ça, c'est important. La force normale qui résiste, qui résiste à la force de gravité, c'est toujours perpendiculaire à la surface. Fait que si j'ai quelque chose qui est penché un peu, comme vous voyez ici sur ma boîte de mouchoir, ma normale, elle est aussi un peu penchée. Il n'y a pas de formule pour calculer ça parce que ça résiste à une autre force. Fait que, en connaissant l'autre force, je sais combien la force normale doit résister. C'est la même chose. Troisième, la force de frottement. La force de frottement, il n'y a pas plus de formules parce que une force de frottement, c'est une force de réaction. On réagit. Présentement, dans ma boîte de mouchoirs, il n'y a aucune force de frottement. Parce que les deux seules forces que j'ai dessus, c'est la force de gravité vers le bas et la force normale vers le haut. L'une annule l'autre. Par contre, si je décidais de pousser, donc je donne une force de pousser, comme ça, vers ce côté-là, on voit tout de suite, puis même on l'entend, hein? Vous pouvez le suivre avec vos livres, entre le bureau et ma boîte de mouchoirs, ça frotte. Donc, nécessairement, moi, si je force dans ce sens-là, pour la pousser par là, la force de frottement, elle va venir résister, elle va venir réagir à la poussée que je lui donne. Si la force de frottement est tellement forte que ma boîte de mouchoirs ne bouge pas, c'est que la force de frottement, elle est égale à ma force de poussée. Ça ne bouge pas, donc, horizontalement, ça s'annule. Par contre, si je suis assez fort pour la faire bouger, il y en a une force de frottement, mais elle n'est pas assez forte pour résister à ma force de poussée. Donc là, c'est vraiment plus pour comprendre. On verra théoriquement comment on calcule ça, ces fameuses forces de frottement. Donc, force de frottement. La loi de Hooke, et je vais le faire vraiment rapidement. Aujourd'hui, vous n'utiliserez pas cette formule-là. La loi de Hooke s'applique aux ressorts. On va étudier les ressorts ensemble. Parce que quand je laisse suspendre quelque chose à un ressort, vous savez qu'un ressort, ça va s'allonger ou se rétrécir, tout dépendant de la masse que je vais y suspendre. Bien, il y a une formule, finalement, hein, pour trouver cette force de rappel-là, parce que la loi de Hooke fait appel à la force de rappel. J'ai besoin de connaître la constante du ressort, parce que chaque ressort a une constante qu'on apprendra ensemble à trouver. Plus la constante est forte, plus ça va être difficile de l'étirer, donc il va être solide. Et le fameux delta X qu'on connaît de nos formules, c'est-à-dire l'allongement. Donc c'est normal, plus ma constante est solide, mon ressort est solide, je vais devoir fournir une plus grosse force pour l'étirer. Ça, c'est la force de rappel qu'on va voir beaucoup plus en détail dans les prochains cours. Les deux, ici, centripète et centrifuge. En secondaire 5, en physique, on ne fait que les effleurer. Il faut les connaître, mais on ne les étudie pas mathématiquement. On confond souvent on les mélange les deux, force centripète et centrifuge. Le dessin le représente bien de l'homme qui a une masse avec une corde qui tourne. La force centripète, c'est l'homme qui essaie de retenir le boulet vers lui. Donc, il force vers lui-même. Ça, c'est une force centripète. Je veux que ça reste là. Vous savez, si vous vous mettez à tourner, le monsieur qui tourne avec un boulet, le boulet lui va vouloir s'en aller. Mais lui va devoir fournir une force centripète pour retenir cette masse-là au bout. Et la force centrifuge, c'est le contraire. La force centrifuge, c'est la force qui attire le boulet vers l'extérieur. Pour s'en rappeler souvent, centrifuge vient de centrifugeuse. Ceux qui se rappellent en secondaire 1, la technique des séparations des mélanges, on a une centrifugeuse qui tourne hyper rapidement et l'argile dans notre eau s'en va vers l'extérieur. Donc, elle subit une force de centrifuge, cette argile-là. Donc, elle est attirée vers l'extérieur. C'est la force centrifuge. Donc, centripète vers l'intérieur, centrifuge vers l'extérieur. Mais pas plus loin que ça.
Dans ma prochaine capsule, on va voir comment calculer la force résultante. Donc, je mets pause à celle-là. Vous pourrez la réécouter et répondre aux questions.